Est-ce que vous êtes déjà allé en Afrique du Sud? Moi, j'ai envie de partager avec vous quelques points, quelques anecdotes que j'ai pu apprendre lors de mon voyage là-bas, il y a quelques années, lorsque je suis partie pour me former comme guide de terrain en réserve. Je m'appelle Marie Sutter, je suis spécialiste en comportement et en bien-être animal et je suis la fondatrice d'Animo, des animaux et des hommes, qui propose des formations pour les professionnels et pour le grand public pour transmettre au plus grand nombre la passion et les connaissances pour améliorer le bien-être des espèces qui nous entourent. Donc comme je vous le disais, il y a quelques années, je suis allée en Afrique du Sud où j'ai passé plusieurs mois pour une formation professionnelle pour devenir guide de terrain, pour pouvoir emmener des gens sur les réserves, observer les animaux emblématiques de l'hémisphère sud et plutôt de l'hémisphère sud de cette zone de l'Afrique australe. Et donc je me suis formée à cette occasion. Pendant ces quelques mois, j'ai évidemment pu découvrir pas mal de choses sur les espèces qui m'entouraient, bien sûr, sur des espèces que je n'avais jamais pu observer in situ, c'est-à-dire dans leur lieu de vie naturel, mais aussi sur des phénomènes qui m'ont plus ou moins surprise, on va dire, au fur et à mesure de ma formation. La première observation que j'ai pu faire là-bas, c'est que les réserves n'ont pas vraiment grand-chose d'idéal. Moi, je partais un peu avec mon fantasme et mes images du Roi Lion, vous voyez, de Disney. Genre les animaux qui vivent dans les réserves, ils sont complètement sauvages, ils sont libres d'aller où ils veulent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et ils sont protégés, on ne peut pas les chasser, etc., etc. Et évidemment, la réalité est vachement plus compliquée que ça. Déjà, les réserves sont clôturées. En tout cas, moi, je n'ai pas vu d'espace protégé qui n'était pas clôturé en Afrique du Sud. Il y a d'autres pays dans lesquels c'est le cas, mais là où j'étais, il y avait des clôtures partout. Donc même si le lieu compte plusieurs milliers d'hectares, pour des grands migrateurs, comme par exemple les éléphants, mais aussi les gnous par exemple, ça impacte énormément leur comportement, de ne pas pouvoir suivre en fait les routes de migration, de ne pas pouvoir répondre à ses comportements et à ses besoins. Alors déjà en termes de besoins locomoteurs, de besoins de mouvement, mais aussi en termes de diversification alimentaire. Pour des espèces qui vont faire plusieurs centaines ou plusieurs milliers de kilomètres normalement pour pouvoir notamment trouver de l'alimentation différente tout au long de leur chemin, quand on les enferme dans une réserve clôturée, ils n'ont plus cette possibilité-là. Donc ça impacte vraiment beaucoup de choses, ces clôtures, ça impacte aussi la composition des groupes sociaux. Par exemple, dans certaines espèces où il y a une dispersion à un âge précis, c'est-à-dire un moment où les jeunes vont quitter le groupe de naissance pour aller par exemple trouver un partenaire sexuel ou au contraire pour simplement commencer leur vie de manière solitaire, eh bien il n'y a plus la possibilité finalement d'avoir un mixage vraiment spontané ou en tout cas volontaire entre les différents groupes sociaux. Les animaux sont forcément influencés par les autres animaux qui sont à l'intérieur de ces réserves. Ils ne peuvent pas finalement se déplacer plus loin et agir réellement sur leur choix de partenaires sociaux, sexuels, etc. Donc évidemment, qu'est-ce qui se passe? Et ça m'amène à mon deuxième point, c'est que généralement, l'humain finit par réagir, par intervenir. Il va par exemple suivre en fait les lignées, les différents animaux qui vont se reproduire pour pouvoir faire des échanges entre réserves. On a notamment ce cas-là avec des guépards qui sont particulièrement protégés et surveillés, où du coup, des membres de certains groupes sociaux vont être pris et amenés dans d'autres réserves. Il va y avoir vraiment des échanges entre les reproducteurs pour éviter évidemment des problématiques de consanguinité et des problématiques d'appauvrissement du pool génétique au fur et à mesure des générations. Donc ça, c'est vraiment un impact assez important de ces clôtures. Donc on empêche les animaux de se déplacer comme ils veulent, on les empêche de choisir finalement leurs partenaires sociaux et forcément on influence aussi le lieu sur lequel ils vivent puisqu'on peut, selon les endroits, vraiment observer un appauvrissement des sols notamment qui va forcément impacter le comportement des animaux sur le long terme. J'ai par exemple pu observer dans certains endroits des éléphants qui allaient vraiment se nourrir et qui se nourrissaient depuis des mois, donc pas de manière ponctuelle, qui allaient se nourrir uniquement sur des troncs d'arbres par exemple. Donc niveau diversité alimentaire, on peut faire beaucoup mieux. Deuxième point important et que je vous ai pré-évoqué à l'instant, c'est que donc les humains finissent très souvent par intervenir. On a cette image un peu que la vie en réserve, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est des animaux qui vivent, qui font absolument ce qu'ils veulent et que nous on est juste là comme des petits observateurs très discrets. C'est absolument pas le cas. Déjà parce qu'on n'est pas du tout discret et que, on va pas se leurrer, la très grande majorité de ces réserves ont un objectif touristique, ne serait-ce que pour l'aspect financier, pour pouvoir se permettre derrière de pouvoir assumer le lieu, faire les échanges dont je vous parlais tout à l'heure entre les différentes populations, racheter des nouveaux animaux, etc., etc. Et donc pour faire vivre l'endroit, il va y avoir un certain nombre de véhicules qui vont défiler toute la journée. Donc en fonction des réserves, en fonction des animaux qui sont présents dans la réserve, on peut avoir uniquement des véhicules ou aussi des gens qui se déplacent à pied. Donc ça dépend vraiment des endroits où c'est pas extrêmement conseillé si vous n'êtes pas accompagné par un guide particulièrement formé. Mais donc vous avez déjà une présence humaine qui est quand même relativement importante. Donc il y a des règles qui sont mises en place et qui évidemment dépendent des différentes réserves.
Par exemple, sur certains spottings, sur certains endroits où vous allez observer les animaux, on va vous dire pour telle espèce, on n'a pas le droit d'être plus de 2 voitures en parallèle. Ou au contraire, pour telle espèce, il ne faut qu'une seule voiture, ou vous pouvez aller jusqu'à 4, etc., etc. On a également des règles en termes de distance qui sont mises en place. Donc évidemment, les choses sont faites pour ne pas impacter trop durablement les animaux, mais la réalité, c'est que l'humain est là et l'humain les impacte et a une influence en permanence. Deuxième exemple que je voulais vous citer, c'est l'impact sur les reproductions, à quel point l'humain va agir, et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment surprise. Par exemple, on avait dans la réserve où j'étais la problématique des phacochères qui se reproduisent très bien. Ils font vraiment beaucoup de bébés très facilement, et malgré la présence de lions dans la réserve, mais aussi de léopards, et ben pourtant il y avait toujours une reproduction qui était très importante. Et on revient au premier point que je vous ai évoqué tout à l'heure, les clôtures. Les phacochères du coup ne peuvent pas s'éloigner, ne peuvent pas non plus se soustraire à la pression des prédateurs, donc j'imagine que toute la journée émotionnellement ça ne doit pas être extrêmement évident de faire des bébés quand on sait qu'on est dans un endroit qui est clôturé avec des lions partout, mais bref, c'est peut-être un petit peu d'anthropomorphisme donc je vais pas aller trop loin. Mais donc qu'est-ce qu'ils faisaient en fait pour réguler les phacochères? Eh bien, ils avaient simplement des équipes, notamment des gens qui avaient des boucheries qui venaient avec leur équipe pour tirer les phacochères. Alors ils avaient un certain nombre, un certain quota qu'ils avaient le droit de tuer, mais donc ça faisait partie aussi de l'influence de l'humain. Alors en théorie, évidemment, ils sont censés faire attention, ils ne sont pas censés tirer les reproducteurs, ils ne sont pas censés tirer les jeunes en dessous d'un certain âge ou d'un certain poids, mais l'air de rien, c'est un impact de nouveau extrêmement important puisque on se base finalement sur des éléments et des indicateurs qui sont pas forcément toujours très personnels et pas très individualisés, on va dire, pour sélectionner les animaux qui vont avoir le droit de vivre ou de mourir. Il y a un autre exemple que je voulais vous donner aussi sur l'impact de l'humain sur les espèces animales sauvages, du coup je vous ai mis des guillemets et vous allez voir pourquoi, qu'il peut y avoir en réserve. C'est un cas auquel j'ai été confrontée personnellement. On avait donc une femelle guépard, si je vous dis pas de bêtises, oui ça c'était une guéparde, qui était avec 3 jeunes. Alors il faut savoir que chez les guépards, les jeunes restent avec leur mère jusqu'à peu près 20, 21, 22 mois, et c'est à peu près l'âge auquel en fait ils vont apprendre à chasser seuls, évidemment par tout un processus d'apprentissage social, donc en observant leur mère, et puis donc petit à petit en apprenant à chasser seuls, et puis ensuite ils deviennent solitaires. Donc c'est vraiment une espèce qui est solitaire, qui ne va rejoindre finalement son partenaire sexuel que pour la reproduction. Et ensuite la mère va passer quasiment 2 ans avec ses jeunes avant d'être de nouveau seule. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas précis? Eh bien, on a un jeune guépard qui s'était blessé. Et ça a été vraiment une grande histoire dans cette réserve parce que la problématique c'était est-ce qu'on laisse faire, mais que du coup, eh bien, on accepte que très probablement il va mourir parce qu'il n'a plus la possibilité de chasser seul. Sa mère ne chasse plus pour lui parce qu'il avait à peu près 21 mois justement, donc il est censé se débrouiller tout seul, il est censé être prêt à partir. Donc est-ce qu'on accepte le fait qu'il va mourir ou est-ce qu'on l'aide? Mais si on l'aide, potentiellement on impacte forcément son comportement de chasse et on va potentiellement influencer son comportement sur le long terme. Donc qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Et puis je vous l'ai évoqué tout à l'heure, il y a la problématique de la sauvegarde de cette espèce-là, qui pour le coup les intéressait beaucoup dans la réserve, ils avaient déjà prévu de faire des échanges, etc. Donc après plusieurs jours de réflexion, mais on ne pouvait pas trop tarder, parce qu'évidemment pendant ce temps-là, l'état du jeune guépard se détériorait, il ne se soignait pas tout seul, il a été décidé de mettre une carcasse devant lui en fait. Donc ils ont réfléchi, ils ont évidemment bien observé, il y a des caméras trappes, des pièges photographiques un petit peu partout, tout est évidemment très réfléchi. Le but étant qu'il ne fallait surtout pas que le guépard voit en fait la voiture arriver et poser un morceau de carcasse devant lui. Donc tout a été mis en place pour qu'il puisse forcément tomber dessus, en sachant qu'il ne pouvait pas beaucoup se déplacer, mais qu'il puisse forcément se nourrir. Donc c'est finalement le choix qui a été fait, donc il y a eu vraiment une intervention humaine. C'est pour ça que je vous mettais tout à l'heure des petits guillemets à sauvage. Je serais intéressée d'ailleurs d'avoir votre opinion sur le sujet. Qu'est-ce qu'on en fait du coup de ces animaux dont finalement on va choisir les partenaires sexuels, on va choisir s'ils meurent ou pas, on va mettre des clôtures autour et on va envoyer des touristes à longueur de journée. Ça pose beaucoup de questions. Enfin, le troisième point que j'avais envie d'évoquer par rapport à ce voyage en Afrique du Sud, c'était l'importance de mettre vraiment de côté nos émotions d'humains et notre vision très humaine, très anthropocentrée du monde qui nous entoure. Parce que même s'il y a une intervention humaine très régulière finalement sur les lieux, sur le terrain, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus difficiles à vivre que ce qu'on pouvait imaginer. Et si vous regardez cette chaîne et cette vidéo, probablement que vous ressentez les mêmes choses que moi. Et donc on a beau avoir regardé plein de documentaires animaliers et être parfaitement au courant de la chaîne alimentaire, de la présence des prédateurs, de la réalité des maladies, des blessures, etc. Quand on y est confronté au quotidien, ça peut être extrêmement compliqué. Donc moi j'ai été à plusieurs reprises à proximité totale, vraiment très proche de lieux de mise à mort en fait. Donc il y avait vraiment des vieilles carcasses qui étaient là. Donc déjà l'odeur est extrêmement compliquée à accepter et à supporter. C'est passionnant d'observer en fait le défilé des différentes espèces évidemment qui vont se nourrir dessus, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident et on peut avoir envie du coup d'agir ou en tout
tout cas d'impacter ces moments-là, ce qu'il faut évidemment absolument pas faire. Il y a d'autres scènes qui sont difficiles, c'est le fait d'observer, comme je vous évoquais tout à l'heure, le guépard, mais il y a d'autres animaux, notamment des phacochères, qui sont vachement moins bien vus en fait par les humains là-bas, et qui peuvent être blessés. Vous allez les observer, vous savez qu'il y a très peu de chances qu'ils survivent, et en fait personne ne va intervenir, on n'a pas le droit de les aider. C'est quelque chose aussi qui est assez compliqué, parce que si comme moi vous mettez en fait l'individu au-dessus de l'espèce et que vous avez envie d'aider cet individu-là et que en fait la préservation pure de l'espèce n'est pas votre préoccupation majeure, ça peut être assez compliqué. On peut voir aussi, et ça je l'ai vu plusieurs fois, des naissances tout simplement dans des conditions qui n'étaient absolument pas idéales. On a souvent cette image un peu de la nature parfaite, la nature sait ce qu'elle fait, la nature a toujours raison, etc. Ben non, des fois la nature elle se plante complètement, et des fois peut-être que la femelle elle n'avait pas le choix, il fallait qu'elle mette bas à ce moment-là, elle s'était retenue parce qu'il y avait des problématiques de climat par exemple, de temps, etc. Et là par exemple j'ai vu une jeune antilope qui mettait bas au milieu de son troupeau en pleine journée, et on venait vraiment de voir passer des lions à quelques centaines de mètres. Donc c'était vraiment pas du tout idéal et extrêmement compliqué à voir, parce que on se doute que très probablement ça va mal se terminer, quoi. Donc voilà les 3 grands apprentissages, on va dire, sur ce voyage en Afrique du Sud. Numéro 1, la réalité des clôtures et en quel point ça impacte le comportement des animaux et leur avenir. Numéro 2, le fait que l'humain intervient vraiment régulièrement, même s'il n'en a pas toujours envie, dans le quotidien des animaux. Et numéro 3, l'importance de prendre de la distance et d'accepter que nos émotions d'humains n'ont pas vraiment leur place dans ce milieu-là. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.